Bonjour à tous, j'ai essayé d'améliorer un petit peu le décor, le setup et tout, j'ai fait un peu comme j'ai pu, je me suis un petit peu débrouillée. J'espère que ça vous convient, j'espère que le son ne sature pas trop parce que je vois des pics un peu énormes, donc ça me fait un peu peur. Voilà, donc là, ce sera un peu le décor, de ces vidéos. Oui, c'est un petit peu rose, j'aime bien un rose, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, qui est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. En fait, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à, ma péritonite que j'ai eue en début 2024 et en fait, cette vidéo, c'est pas juste une story time pour, vous expliquer un petit peu par quoi je suis passée, évidemment que ça l'est aussi, mais c'est aussi une vidéo pour, vous sensibiliser un petit peu à ce qui se passe, par rapport aux hôpitaux, faire attention aussi à votre santé. Donc déjà, premièrement, je fais un trigger warning pour plein de choses. Premièrement, vous allez entendre des choses qui peuvent un petit peu, heurter votre sensibilité sur, par exemple, la santé, l'hémoglobine, ce genre de choses, donc voilà, je préviens et je rappellerai à ces moments-là effectivement que, bah, faut peut-être passer quelques minutes plus tard. Autre chose, le but n'est pas du tout, de pointer du doigt, les, soignants, en tout cas pas du tout, justement parce que même pour vous dire, même si ça spoil un peu la fin de cette histoire, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai même pleuré parce que, bah, j'étais tellement bien traitée, tellement chouchoutée que, bah, j'étais triste de sortir, mais ça a pas empêché qu'il y a eu pas mal de couacs et pas mal de problèmes et on va essayer de détricoter tout ça et d'essayer de comprendre où est-ce qu'étaient les problèmes et Mais effectivement, le but, c'est un peu de vous montrer que, bah, on a des problèmes dans les hôpitaux actuellement, que les hôpitaux ont besoin de moyens. C'est pour ça aussi que vous me voyez beaucoup retweeter, bah, quand il y a des problèmes par rapport aux médecins, par rapport aux hôpitaux et tout ça. Parce que si on en arrive à ces situations-là et dans laquelle je suis arrivée, c'est parce que c'est une conséquence de tout ce qui se passe actuellement. Donc oui, il y a un petit côté, politique, mais bien évidemment, je ne vais pas vous aiguiller vers un chemin ou vers un autre, juste je vous fais un état de ce que j'ai vécu et du coup de ce qui se passe. Après, c'est pas la réalité de tous les hôpitaux en France, c'est pas forcément la réalité de tout le temps non plus, en tout cas à cet instant T. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le 28 janvier, je fais la bêtise de manger une viande qui était un petit peu passée, c'est-à-dire qu'elle était marron au lieu d'être rouge. Et en fait, je commence à avoir des douleurs, et je commence à avoir des douleurs en bas à gauche. Donc, sachant que j'ai des soucis cardiaques, j'ai un peu peur. Je me dis, est-ce que je suis en train de faire une intoxication alimentaire? Parce que c'est vrai que là, c'était assez proche de l'estomac. Ou est-ce qu'en fait, j'ai vraiment un problème cardiaque? Bah là, je suis vraiment un petit peu stressée. Donc, toute la nuit, j'ai des douleurs qui me lancent, qui me lancent, qui me lancent. Il faut savoir que oui, j'ai déjà eu une intoxication alimentaire et ça me lançait comme ça. Mais comme je disais, c'était près du cœur, donc j'ai eu un peu peur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, utilisé l'application Care pour avoir un médecin, parce qu'en fait, c'est une des applications, qui vous permet d'avoir un médecin en visio. Alors c'est pas du tout un placement de produit, parce qu'il y a aussi Doctolib qui le fait, il y a aussi Livy, je crois, quelque chose comme ça. Et le médecin est plutôt inquiet, il me dit: «Bah, vaut mieux quand même aller à l'hôpital parce que là, en clair, bah, j'avais pas de médecin, on est dans un désert médical, donc c'était quand même pas évident». Donc ce qui fait que je me rends aux urgences, je me rends aux urgences à 13h et en fait, entre le moment où j'arrive aux urgences et toute la fin de ma prise en charge, il se passe à peu près 10 heures. Ce qui est techniquement relativement pas énorme par rapport à ce que vous allez entendre par la suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez aux urgences, vous avez un infirmier ou une infirmière qui va vous prendre en charge, mais déjà ça peut durer 1 heure avant que vous soyez pris en charge, pour déjà diagnostiquer de qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous avez mal, ils prennent votre tension. Donc après, en fait, on vous met dans une salle d'attente, et après, vous êtes pris en charge par un médecin, par un docteur, et là, vous avez ou prise de sang ou ce genre de choses, etc. Ça dépend, parce que des fois, vous pouvez faire votre prise de sang tout de suite après, suivant la gravité des symptômes ou quoi. Et on vous donne des fois un antidouleur, souvent d'ailleurs c'est de la morphine. Donc à la prise de sang, ça ne donne rien et du coup on me dit: «Bah, c'est sûrement une gastro». Des douleurs intestinales, j'en ai très souvent, mais je connais quand même mon corps et je sais quand une douleur est pas normale, et c'est là où je viendrai sur ce point, c'est que quand vous avez des douleurs que vous ne connaissez pas, quand vous connaissez bien votre corps et qu'il y a des choses qui vous semblent anormales, toujours consulter un médecin et poser la question. Il vaut mieux être sûr en tout cas que tout va bien. Et d'ailleurs, en fait, oui, donc elle déclare que c'est sûrement une gastro. Et en fait, pendant toute l'attente, avant qu'on me dise, bah oui, c'est sûrement une gastro, et bah j'ai des douleurs atroces au niveau du ventre. Et en fait, comme si j'avais une énorme pierre en bas du ventre, et en même temps, comme si on essayait de me tirer les boyaux, comme pincer les boyaux comme ça, qu'on essayait de me les tirer vers le bas comme ça. Je crois qu'on m'a donné un Doliprane, mais ça suffisait pas. Et moi, je me disais, waouh, aucun rapport avec les douleurs habituelles. Donc bon, on me dit qu'il y a rien de spécial. Bon, bah, je me dis, bon, ça passera peut-être demain, sait-on jamais. Sauf qu'en fait, je rentre chez moi et en fait, le matin, je crois, j'ai des vomissements. Donc moi, ça m'arrive jamais, j'ai déjà eu des gastros, c'est très, très rare que je puisse,
que je puisse me mettre à vomir. Donc vraiment là, je commence à m'inquiéter et autre signe qui m'inquiète, c'est que je commence à avoir de la température, je commence à avoir de la fièvre, à avoir chaud, à avoir froid, à frissonner. Les douleurs sont, toujours les mêmes, aussi insupportables et même, s'intensifient et ce qui fait que je prends, c'est que je prends un antidouleur très fort que je suis d'ailleurs pas censée prendre, sans médication, enfin sans qu'un médecin me fasse une ordonnance. C'est un médicament que j'avais déjà, mais ne le faites pas, on fait pas ça comme ça, normalement il faut un médecin, mais bon là c'était le soir et tout ça, donc bah, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu pour dormir et le problème, c'est qu'en fait, entre ce moment-là et le moment où après je vais retourner aux urgences pour finalement être hospitalisée, il va quand même se passer 3 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, pendant 2 jours, je vais pas vouloir retourner aux urgences parce que je me dis: la douleur, elle était insupportable, enfin de rester assise sur une chaise, c'était insupportable pour moi, donc je me dis: «En fait, ça va être trop compliqué, je peux pas y retourner pour qu'on me renvoie encore à la maison». Là, c'est le problème parce qu'en fait, bah, oui, à la prise de sang, ils ont pas vu l'infection parce qu'en fait, c'était trop tôt et du coup, moi, je me dis: «Bah, non, je peux pas encore retourner subir ça et tout». C'est déjà c'est long, en plus, on s'ennuie, mais surtout, en plus, j'avais mal et il y a pas d'autre possibilité que de rester assis sur une chaise, sauf si on demande à avoir une ambulance. Ça, ils vous le donnent pas forcément, ça dépend aussi de votre situation et cetera, mais vous pouvez demander, dans des cas comme ça, j'aurais pu peut-être demander et dans ces cas, on arrive en brancard et c'est mieux que si vous arrivez à pied, vous allez vous retrouver assis, dans la salle, d'attente et c'est pas évident et en même temps, bah, on n'a pas forcément envie de monopoliser une place d'une ambulance que quelqu'un aurait besoin plus que nous. Donc c'est pas forcément évident parce que dans ces cas-là, on pense, bah, peut-être à sa santé, mais à tous les gens qu'on prive peut-être de possibilité d'être soignés à ce moment-là. Le mercredi donc comme je disais, les douleurs ont commencé le dimanche soir. Mais attention, alors là encore une chose, que je voulais dire, c'est que, c'est pas parce que moi, pendant 3 jours, ça a pas, enfin j'ai pu avoir cet appendicite qui a tourné d'ailleurs en péritonite pendant 3 jours, que c'est le cas pour tout le monde, que vous pouvez rester 3 jours. Non, c'est pas du tout le cas. Ça se trouve, peut-être que vous, en je suis pas médecin, mais en tout cas, peut-être qu'en une journée, ça peut tourner au vinaigre, peut-être qu'en quelques heures, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est mon cas personnel. Donc le matin, je rappelle encore un médecin par care. Il me dit: «Bah oui, mais moi, je peux pas vous palper, donc logique, donc moi, je peux pas vous dire, je sais pas ce que vous avez», et surtout, le truc, c'est que l'appendicite ne n'est pas vraiment, sur la table puisque je n'ai pas mal au côté droit, mais j'ai plutôt mal en fait, la douleur s'est plus redirigée vers le milieu, le bas, milieu bas du ventre. Normalement, l'appendicite, et bah, c'est du côté droit. En fait, j'apprendrai par la suite que en fait, j'ai un appendice, qui est trop long et que du coup, en fait, il va jusqu'au milieu du ventre. Comme quoi, par exemple, c'est un cas de ça permet d'avoir un cas d'école et de se dire: «Bah, oui, c'est pas forcément une douleur du côté droit comme tout le monde le dit». Il y a des cas exceptionnels où ça peut être localisé plus à gauche, donc pareil, faites attention à ça. Donc j'ai réussi à avoir un médecin, par cœur, mais juste avant, il y en avait un qui a annulé, donc il est quand même après avec le recul, je me dis quand même: «Bon, j'avais quand même une appendicite, aiguë qui a tourné en péritonite» et il y a quand même un médecin qui s'est dit: «Non, je vais pas la prendre». Bon, bref, c'est un peu spécial, donc du coup, ce que je fais, c'est que du coup, on m'avait dit d'appeler le SAMU, donc j'appelle le SAMU qui essaye de me trouver un médecin disponible parce qu'encore une fois, je n'ai pas de médecin traitant, donc il y a pas de médecin disponible, personne ne prend de nouveaux patients. Donc obligée de passer par le SAMU pour qu'il débloque un rendez-vous. J'ai réussi donc à avoir un rendez-vous, tôt le matin et donc là, il me palpe et j'ai mal, mais pareil, c'est pas du côté droit, donc il est pas sûr. Moi, ce qu'il me dit, c'est de retourner aux urgences. Bah là, au bout d'un moment, les douleurs insupportables, la fièvre, vomissements et cetera. Bon voilà, je suis obligée en fait de retourner aux urgences. Tout le monde me dit d'aller aux urgences. Même si, nous on se dit: «Bah ouais, mais ça va être encore insupportable et tout et l'attente va être longue et ça va pas être facile et tout». Bah, au bout d'un moment, je suis obligée d'admettre que je peux pas me soigner moi-même, donc faut bien que quelqu'un le fasse, donc je n'ai pas le choix. Donc là, on se rend aux urgences, à 10 heures parce qu'en fait, j'arrive à 10 heures du matin et j'aurai le diagnostic à 1 heure du matin et à 3 heures du matin, je serai vraiment hospitalisée. Donc j'arrive, je suis prise en charge par, un infirmier ou une infirmière qui ensuite peu de temps après me passe à une infirmière et donc là, cette fois, bah, là, elle me prend ma température et en fait, chose qui me sauve parce que sinon, ils allaient dire: «Ah bah oui, mais vous êtes déjà venu» et puis ils ont dit gastro et cetera. J'allais repartir encore une fois et en fait, chose qui m'a sauvée, c'est que j'avais de la température et donc en général, maux de ventre et cetera, température,
Là, l'infirmière, elle était hyper empathique et elle avait vraiment à cœur, de pas laisser partir quelqu'un qui avait probablement quelque chose de grave. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? C'est qu'elle décide de faire, une prise de sang avec, je sais plus, en fait, c'est un truc qui permet de cultiver, en fait, la bactérie, en fait, s'il y en a une, en fait, ça montre des traces qu'il y a la bactérie. Alors je saurais plus vous dire, je vais essayer de retrouver le terme, mais je saurais pas trop vous dire. Ensuite, je passe derrière parce qu'en fait, donc vous avez, le 1er infirmier, ensuite souvent il y a l'attente, après vous voyez un docteur et après il y a encore derrière une autre salle d'attente et celle-là, vous avez des bancs et des sièges, tout dur et tout, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on bon, c'est pas à ce moment-là, mais on a une appendicite. En tout cas, j'avais très mal et par chance, il y a un petit fauteuil que personne ne prend et du coup, je suis en mode, je regarde les gens et tout, personne n'a envie de s'asseoir dessus. Moi j'ai pas j'ai pas non plus passé 3 heures à chercher à comprendre, quoi. Au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, je vais me poser dessus» et ça m'a fait du bien, ça m'a permis de supporter les je ne sais plus combien d'heures où j'ai attendu. Parce qu'après il y a les prises de sang, après il y a 2 heures et demie pour attendre le résultat et cetera et puis il y a énormément d'attentes pour le scanner. L'attente pour le scanner, c'est vraiment mais c'est tellement long et ma mère qui m'envoie des messages et cetera parce qu'elle est inquiète et tout, parce que ma mère du coup est dans la salle d'attente à côté. On n'est pas ensemble, donc on est tout seul, on sait pas trop ce qu'on vit. Je vais passer le scanner, après il y a encore l'attente des résultats et cetera, parce qu'effectivement la prise de sang montrait une infection et après, il faut attendre le scanner et à ce moment-là, donc les heures passent vraiment toute la journée jusqu'au soir, tard le soir et tout et je vois qu'ils annoncent à un monsieur qu'il a l'appendicite, appendicite aiguë et qu'ils vont devoir probablement, l'opérer dans la nuit et moi, je suis horrifiée, je me dis: «Mais» enfin, c'est chaud, quoi. Je me dis, en plus, c'était un monsieur qui était pas très jeune, il était pas non plus vieux, mais et je me dis: «Le pauvre, il est resté assis sur un banc pendant tellement longtemps, pendant tout le temps». Moi, j'étais, plutôt bien installée dans le fauteuil et tout et lui, il avait une perfusion par contre, d'antidouleur et cetera, donc peut-être que ça l'a beaucoup aidé, mais moi, j'étais trop peinée pour lui. Je me suis dit: «Le pauvre», je me suis dit: «Ah moi, je me plains alors que» enfin, je me plains: «Ah, je me sens pas bien et tout», alors que lui, il a de l'appendicite. Moi, j'ai pas du tout conscience à ce moment-là que j'ai la même chose que lui, ça devait être quand même un peu pire, parce que lui, il a été opéré carrément dans la nuit. Donc du coup, à 1 heure du matin, j'ai mon résultat. J'ai une appendicite aiguë et je tombe des nues. Clairement, je tombe des nues, je suis trop choquée parce que je me disais: «Mais lui, il avait l'air, enfin lui, il a une appendicite». Moi, j'étais tellement à milieu de ça, j'avais pas de douleur à droite et tout ça. Je comprenais rien et pour moi, l'appendicite, c'était presque la maladie des enfants, quoi. Je connais personne qui l'a eu étant adulte, donc j'étais en mode, «Waouh, je suis trop choquée» et premier truc que je pense, c'est: «Oh non, ça va inquiéter ma mère». Vraiment, c'est le premier truc que j'ai pensé, c'est: «Oh non», enfin ma mère et mon copain. Je dis: «Oh non, ça va les inquiéter». Genre vraiment, j'étais même pas pour moi, j'étais en mode: «Oh non, ça va les inquiéter, non, ça va les inquiéter et tout». Du coup, donc à 1 heure du matin, il m'annonce ça, donc à ce moment-là, en plus, j'ai pas d'affaires et tout ça, donc c'est pas évident. J'ai pas du tout prévu d'être hospitalisée. Pour moi, je suis encore de peut-être que j'ai, une intoxication alimentaire et que on va me donner des médocs et je rentre chez moi. Non, non, à 1 heure du matin, on me dit: «Bah non, que je vais rester hospitalisée et que malheureusement, ils ont pas de place, donc que je vais me retrouver, à dormir sur un brancard» et là, je me dis: «Waouh, je suis vraiment au bout de ma vie, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien». En plus, je recroise la première médecin qui m'avait dit, 2 jours avant, que, j'avais une gastro. Elle m'a regardée, elle était comme ça, comme le mème avec le singe là. Comme ça, genre vraiment elle m'a vue et elle elle a tourné les yeux en mode, «OK, bon, j'ai fait une erreur de diagnostic, je vais me faire toute petite». Mais en vrai, il y avait rien sur la prise de sang, donc je peux comprendre, il y a je pense aussi, c'est un problème, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont tendance à dire: «Oh là là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça», qui ont tendance à faire une montagne de pas grand chose et du coup, ils ont l'habitude de ça et d'un autre côté, tu sais pas si à ce moment-là, peut-être la personne, elle se plaint vraiment, il y a vraiment quelque chose, en fait, donc c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que dans la salle d'attente, on voit un petit peu de tout, des gens qui râlent pour rien et qui ont pas grand-chose, à côté de gens qui ont fait un AVC, à côté enfin, les gens qui ont fait un AVC, ils sont en brancard et tout, mais ils attendent super longtemps aussi, donc en fait, je me dis: «Mais comment ils peuvent se plaindre de petits trucs comme ça alors qu'en fait, il y a pire, en fait et donc faut quand même rappeler le contexte, c'est que j'étais pas bien parce que je savais qu'une appendicite qui tournait après en appendicite aiguë, qui après pouvait tourner en péritonite et donc en sepsis, potentiellement on peut mourir. Donc moi j'étais en mode: «OK, je vais être opérée dans la nuit et tout» et pour le contexte, quelques jours avant, vraiment genre 3 4 jours avant, je crois, enfin je sais plus, en tout cas très peu de jours avant, moi, je suis complètement, traumatisée par un fait qui s'est produit, que tout le monde a vu à la télé et cetera. C'est un jeune homme qui est mort, d'une septicémie
dans un hôpital, dans un couloir, voilà, qu'on lui a dit, enfin, que tout le monde pensait que, il avait pas grand-chose et cetera. Enfin, en tout cas, il a été un petit peu délaissé et que bon, il est mort, atrocement et tout. Et moi, il y a ça qui me reste dans la tête et je me dis: «Mais comment ça se fait que l'autre monsieur qui avait l'appendicite, il a fait son opération dans la nuit et que moi, bah, en fait, on me dit: Bah, non, bah, vous êtes là et puis on verra, ce sera demain, quoi». Appendicite aiguë, mais ça peut attendre? Je suis en mode: OK. Et donc je me retrouve dans une chambre, double avec, une voisine, de chambre qui elle, n'était pas du tout du pôle, nous on était dans le pôle, chirurgie digestive et cetera et en fait on avait des personnes qui étaient du pôle, chirurgie, plastique je pense, enfin tout ce qui est reconstruction et cetera, qui se retrouvaient chez nous parce qu'en fait on avait, bah, il y avait plus de place de l'autre côté en fait, l'hôpital est bondé et donc c'était pas forcément évident. Donc je me suis super bien entendue avec, cette femme, on s'est parlé quasiment toute la nuit, enfin jusqu'à je sais plus, enfin en tout cas pendant 3 heures, on 3-4 heures on s'est parlé. J'avais peur parce que je me suis dit: «Bah, de toute façon il y a anesthésie, générale. Moi je sais que j'ai des soucis cardiaques et en plus le fait de pas avoir assez dormi», bah, je me dis: «Mais ça se trouve je vais crever». Vraiment je suis dans une panique et impossible de dormir en plus. Enfin je veux dire au bout d'un moment, il y a tellement d'émotions et tout que je suis épuisée et je finis par m'endormir. Mais c'était pas gagné du tout. Donc le lendemain matin, j'attends mon heure, d'opération parce que moi je me dis: «Bah, l'heure elle tourne, est-ce que je vais crever en fait?» Mais c'est n'importe quoi parce que bon, ils savent ce qu'ils font. Mais je suis quand même hyper inquiète parce que je me dis: «Bah, ce monsieur-là, il a été opéré là dans la nuit sûrement et moi, pour l'instant j'ai toujours pas d'heure». Et j'attends et j'attends et j'attends et donc là, il y a l'anesthésiste qui passe, ce qui est normal, comme avant toutes les opérations et l'anesthésiste, vraiment, c'est vraiment je suis vraiment désolée, mais vraiment, c'est l'image que j'ai eue. Pour moi, c'était genre l'ange de la mort. Genre, elle faisait trop peur parce que je pense que, je sais pas, elle était pas bien, peut-être qu'elle était déprimée ou peut-être énervée ou je sais pas quoi. Mais, bah, elle avait une tête vraiment, effrayante parce que, bah, elle avait l'air pas bien, je sais pas et pas très agréable, pas méchante, mais en fait, elle avait aucun tact pour expliquer les choses et en fait, en gros, elle m'annonce que donc il y a l'anesthésie, enfin, elle m'explique comment se passe l'opération et cetera et donc elle est obligée de nous dire, enfin, du coup, elle est obligée de me dire qu'il peut y avoir des complications. Donc elle va m'expliquer, trigger warning, ça peut être, sensible pour certaines personnes. En gros que, le contenu de l'estomac peut remonter et descendre dans les poumons, ce qui fait qu'on peut commencer à s'étouffer et cetera et se retrouver donc à se réveiller en réanimation. D'où le fait qu'on fasse, bah, quand c'est possible, une opération à jeun. Maintenant je sais pourquoi, voilà. Et du coup, j'étais en train de me dire: «Mais j'ai mangé, hier midi, du coup j'espère que le contenu de mon estomac, il s'est vidé et cetera». Et elle m'explique ça, mais d'une manière détachée, en faisant vraiment la tête, une tête de méchante quoi, je suis désolée, hein, elle y est pour rien j'imagine, mais et en fait avec aucun tact, aucune douceur, juste: «Bon bah voilà, alors il y a ça, 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 vous pouvez mourir et machin» et «Ah ah d'accord et donc faut signer le papier». Et ouais, je sais pas et donc j'avais pas forcément trop peur de l'opération à part du fait que bon, j'ai des soucis cardiaques et que j'ai jamais su si ça posait problème pour ça. Et là, j'avais carrément peur qu'il y ait des trucs de mon estomac qui remontent et que je m'étouffe et que je me retrouve, et elle me dit: «Ça se trouve, meuf, tu vas te faire opérer, tu te réveilles en salle de réanimation». Donc je commençais à paniquer. Donc on m'annonce que dans 1 heure, finalement, je vais me faire opérer donc, pour vers, 12:00 et donc j'ai ma mère au téléphone, je suis en pleurs, mais en même temps je veux lui cacher que j'ai peur, mais en fait je suis terrifiée, je tremble, je pleure et tout, ma voisine de chambre qui me dit: «Ça va bien se passer tout ça». Moi je suis en pleurs et tout, je suis pas bien. Donc là on m'emmène, pour, l'opération et donc je suis sur une petite, sur un brancard, les infirmières sont super gentilles, et ensuite ils me mettent sur une petite chaise, donc masque et tout ça, on reste, loin des gens et tout donc bah là je suis toute seule et je suis pas bien, je suis en train de trembler et je suis en train de m'imaginer comme s'il y avait quelqu'un qui me disait: ça va aller» parce que je me sentais toute seule et je me sentais pas bien, quoi. Et j'étais en train de me dire: «Bon, bah, en fait, meuf, peut-être que c'est la fin de l'aventure, ça se trouve, tu ne te réveilles pas». J'étais encore traumatisée par l'histoire de la mère de Kanye West qui s'était pas réveillée de son anesthésie générale. Du coup, ça, c'était resté dans ma tête et vraiment, il y a des trucs des fois qui me restent dans la tête. Au lieu d'essayer de penser au positif à ce moment-là, ça, et le fait que l'anesthésiste, m'ait fait hyper peur, par rapport, bah, à tout ce qui pouvait se passer de mal, dans le pire des cas, bah, ouais, moi je me suis dit: «Avec la chance que j'ai, ça se trouve, bah,
là, je vais sur la table d'opération et je reviens pas» et donc se passe quelques minutes, ça dure quand même assez longtemps. Je suis un peu inquiète, je me dis: «Est-ce qu'ils vont pas me faire remonter parce que finalement ils peuvent pas m'opérer? Est-ce que le chirurgien, qui va m'opérer, est-ce qu'il va pas être, trop fatigué et faire une erreur? Est-ce que je ne sais pas quoi?» Vraiment, à ce moment-là, je suis terrifiée. Donc on m'emmène ensuite sur la table d'opération. Donc un infirmier super sympa va essayer de me faire un peu rigoler, va me détendre, ils mettent, le petit truc et tout et puis, je me réveille, donc 2 heures plus tard en salle de réveil, là, c'est le flou parce qu'en fait, c'est comme si on n'existait plus et que tout d'un coup, oh, on voit le monde comme si on était un nouveau-né, c'est trop bizarre et moi, ça m'avait complètement j'étais: «Ah, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'où?» En fait, le cerveau, il se met petit à petit à se réveiller et donc on prend conscience de ce qui se passe et cetera mais en fait, la salle de réveil, en fait, elles sont obligées d'aller hyper vite parce que, il y a plein de gens autour. Il y a plein, plein de gens autour. Donc en fait, il y a trop, trop de monde, trop de gens qui se font opérer et puis ils ont pas les salles pour et tout ça. Donc en fait, on se réveille avec plein de gens à côté, c'est trop bizarre. Donc je me réveille difficilement, tout mon corps a pas réussi à fonctionner normalement tout de suite, sans rentrer dans les détails et cetera. Donc c'était un petit peu pas évident. Puis en plus, il y avait des gens à côté, donc il fallait un peu cacher et cetera. Bon, c'était un peu space et surtout, après moi j'avais mes proches qui devaient venir me voir, ma mère et mon copain qui devaient me voir après l'opération. En fait, j'ai pas osé leur dire que, je me sentais pas bien, que je me sentais trop fatiguée parce qu'en fait ça épuise, on est fatigué comme si on n'avait pas dormi depuis 15 jours et j'ai pas osé leur dire que en vrai que j'étais pas du tout dans l'état de recevoir qui que ce soit et du coup, quand je les ai vus, j'étais ah oui, d'accord, j'étais complètement dans le gaz et en fait, j'avais du mal à rester réveillée. J'étais: «Ah ouais» et en fait, j'avais pas envie de les décevoir parce ils avaient eu peur pour moi, ils étaient contents de me voir et tout, de voir que ça s'était bien passé et en fait, donc avant l'opération, on m'avait dit qu'on me poserait un drain. En gros, en fait, on fait donc l'opération de l'appendicite et la façon la plus moderne, qui se fait, c'est qu'en fait, on fait un trou au niveau du nombril et 2 trous, en fait, en bas du ventre. Alors normalement, c'est un niveau où, par exemple, vous pouvez mettre un maillot de bain, ça se voit pas. Par contre, le nombril, malheureusement, ça se voit un petit peu quand même. Mais en fait, ils essaient de faire ça quand même de manière assez jolie. Dans certaines situations, ils peuvent mettre un drain, notamment quand ça a tourné en péritonite, ce qui était mon cas, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Je commence un petit peu à le comprendre, mais on me dit pas très clairement. Pour l'instant, on me dit appendicite aiguë et donc en fait, ils posent un drain, donc c'est-à-dire un espèce de tuyau avec une bouteille à la fin, qui fait en fait sortir, trigger warning, le pus, les bactéries en fait, parce qu'en fait là, en fait quand vous avez une appendicite qui tourne en péritonite, c'est qu'en fait, l'infection a contaminé le péritoine, c'est une membrane, du ventre. Je suis pas médecin, mais excusez-moi, mais j'essaie d'expliquer comme je peux. C'est l'infection qui se propage un petit peu dans le ventre, en fait et donc du coup, on met le drain à ce niveau-là, là où ça s'est propagé pour sortir, le pus dans une bouteille, quoi et en fait, ce qui est plus simple, c'est, quand on opère et hop, on met le drain quand ça tourne en péritonite et donc moi, ils m'ont dit: «Bah non, finalement, on l'a pas fait parce que, on avait bien nettoyé, donc il y avait pas besoin». Je dis: «Bon, OK, tant mieux». Puis il dit: «De toute façon, les antibiotiques finiront le reste, donc vous pouvez rentrer». Donc en fait, j'ai été opérée le midi et en fin de journée, j'ai pu rentrer à la maison. Ça m'a semblé un peu, rapide, mais effectivement, je sais qu'ils ont pas de place et donc il faut, vite, déblayer tout quoi, techniquement, c'est un peu ça. Par contre, ce que je me dis, c'est que j'ai encore mal et notamment, j'avais mal, quand j'essayais d'aller aux toilettes, j'avais des douleurs absolument insupportables et du coup, je sens que même, de base, j'ai des douleurs encore et tout et je lui dis: «Parce que c'est normal». Parce qu'en plus, je m'étais renseignée. Parce qu'en fait, quand on coupe l'appendice, enfin le bout de l'appendice, en fait, on referme, en fait, il y a une espèce de moignon et il peut se réouvrir. Ça, c'est très rare, mais ça peut malheureusement arriver. Puis on peut ne pas avoir bien nettoyé et du coup avoir encore, des bactéries. Donc du coup, je pose des questions, je dis: «Est-ce que c'est pas possible que ça?» «Non, non, vous inquiétez pas, de toute façon, on vous donnera des médicaments, des antibiotiques oraux, donc dans tous les cas, ça va, se résorber». Donc je dis: «OK», donc du coup, je sors le soir et au fur et à mesure du temps que je suis à la maison remême problème, quand j'essaye d'aller aux toilettes des douleurs insupportables et déjà de base, les premières douleurs que j'avais avant qu'ils m'opèrent, c'était du genre, j'ai failli à un moment donné m'effondrer dans les toilettes tellement la douleur était atroce, où je me suis sentie mal, je me suis sentie partir avec j'avais des sueurs froides et tout et douleur indescriptible et là, au fur et à mesure des jours, enfin au fur et à mesure des heures et des jours, ça revient. Ce qui fait que du coup, je rappelle le SAMU. Le SAMU me dit: «Bon, là, va falloir retourner aux urgences parce que bon, effectivement, c'est pas normal que ça s'amplifie». Alors j'aurais pu garder un petit peu la douleur, mais là, ça s'amplifie avec le temps et là, par contre, je demande une ambulance parce que rester encore assise dans la voiture et tout, c'est pas possible. Genre maintenant, emmenez-moi en ambulance.
au moins je suis sûre que je serai sur un brancard pendant tout le temps où on va s'occuper de moi, je serai pas assise sur, à la salle d'attente. Voilà, c'était le petit tips que j'avais trouvé, c'était, bah, que si, j'appelais l'ambulance et que j'y allais en brancard, j'allais pas souffrir, assise. Après voilà, ça posait toujours un cas de conscience de peut-être qu'il y avait des gens qui en avaient autant enfin plus besoin que moi. Mais en vrai, la souffrance était tellement énorme que bon, au bout d'un moment, faut un petit peu aussi penser à soi, mais c'est pas forcément évident. Du coup, là, je reste 15 heures, entre le moment où j'arrive et la prise en charge parce que c'est le dimanche soir, donc du coup, il y a moins d'équipes et cetera, parce que bon, il y a des rotations et cetera, mais du coup, on est dimanche, donc il y a moins de monde. Et là, ça se passe pas aussi bien. Il y a des infirmières, j'ai un peu de mal parce que je les entends mal parler des patients, mais en fait, en se moquant et tout ça, mais d'un côté, je peux comprendre qu'il faut dédramatiser le truc et tout et il y a besoin d'avoir cette distance pour, rendre le truc un peu plus léger. Mais là, je trouvais des fois, il y en avait une, elle disait des trucs assez méchants, donc j'étais un peu en mode après le reste était gentil. Par contre, la une qui s'occupait de moi, elle était complètement stressée, ça se voyait qu'elle devait être, à bout et c'est pour ça que j'en veux à personne ou quoi que ce soit, parce que, bah, je me rends bien compte que c'est si on vous met dans des situations comme ça, enfin vous, comment vous feriez? Mais c'est pas évident, d'autant plus qu'ils ont nos vies entre les mains, donc d'un côté, j'ai envie de dire: «Bah, OK, je comprends», mais d'un autre côté, la responsabilité, elle est tellement immense et donc elle doit me faire une perfusion de paracétamol et elle y arrive pas. Elle y arrive pas, elle galère et cetera, donc en fait, on nous met un cathéter et et donc on a une perfusion de paracétamol et elle y arrive pas et tout ça et ouais, je dis: «Mais moi, j'en ai besoin parce que j'ai très mal», donc en fait, elle y arrive pas, puis elle revient quelques minutes enfin, elle revient vraiment très longtemps après, je crois même 1 heure après et après elle revient encore et elle me dit: «Ah bah non, bah ça goûte toujours pas». Donc moi, toujours pas d'antidouleur et au bout d'un moment, bah, vraiment, j'étais, une petite souris, j'étais pas chiante, j'étais dans mon coin, je voulais pas les embêter parce que je sais qu'elles ont plein de choses à gérer et tout ça et je veux pas embêter les gens avec mes douleurs et tout, mais au bout d'un moment, bah, il s'était passé quelques heures et j'ai dit: «Mais là, par contre, j'aurais vraiment besoin d'un antidouleur», ce qui fait qu'en fait, on m'a mis, autour du cou, pas une seringue, mais c'est un gros ouais, ça ressemble à une grosse seringue, en fait et en fait, on nous la met autour du cou et en fait, on appuie dessus pour s'injecter de la morphine. C'est, bah, du coup, par le cathéter, bien évidemment et en fait, on s'injecte de la morphine, de temps en temps dès qu'on a trop mal, dès que la douleur revient, on s'injecte soi-même et moi, j'étais en mode: «C'est lunaire, quoi!» On peut pas surdoser parce que je crois qu'on peut pas le faire. Enfin, déjà, on c'est en fait comment dire? C'est comme une seringue, mais il y a une limite, c'est une espèce de bague qui est mise ou je sais plus comment ça se passe, mais en gros, je peux pas moi-même, me surdoser et en plus, je peux pas le faire tous les temps, je sais pas combien de temps, donc un truc comme ça. Donc je peux pas surdoser, mais par contre, je suis en mode: «Ah ouais, je suis en train de m'auto-médicaliser, quoi, je suis en train de OK, trop bizarre», donc je suis en mode: «Ah ouais, vraiment?» Là, plus déjà, j'avais compris par rapport au temps de prise en charge et tout ça et au fait qu'on m'ait pas mis de drain, qu'on m'ait vite sorti et tout, j'avais déjà compris que c'était compliqué l'hôpital. Mais là, j'étais en mode: «Ah ouais, en fait, elles sont vraiment sous l'eau, on est dimanche soir, il y a moins de personnel, c'est vraiment la catastrophe». Enfin, vraiment, c'est compliqué et à côté, bah, comme, la première fois, il y avait des patients qui avaient aussi un peu des problèmes mentaux, qui pouvaient créer un peu des problèmes et tout. C'est pour ça que moi, je voulais pas embêter, j'étais un peu dans mon coin et tout ça. Donc du coup, on me refait une prise de sang et la prise de sang est négative, donc ce qui fait que je ne sors pas et que je suis donc réhospitalisée. Sauf que là, c'est pas la même expérience que la première fois, c'est que là, je me retrouve encore une fois en chambre double, dans la même chambre d'ailleurs, je me suis retrouvée dans la même chambre et cette fois, les nuits, elles sont horribles. Les nuits, elles sont mais catastrophiques. Je me retrouve avec une dame âgée qui est, alors je sais pas si on dit sénile ou, quand ils perdent un peu, l'esprit là et ben, en fait, les infirmières venaient la voir et cetera et dès que les infirmières, elles partaient, la nuit et bah, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait et puis elle les insultait: «Oui, mais c'est pas normal, revenez et machin et tout». J'étais en mode: «Han!» mais l'enfer! Donc déjà j'ai mal et tout, moi je suis avec mon petit truc de morphine comme ça et puis l'autre elle hurle et tout, je fais: «Putain, j'ai envie de dormir et tout, je peux pas». J'en peux plus quoi, en plus, faut savoir que c'est pas évident de dormir de base parce que toutes les 2 heures, on a des infirmières qui passent, pour voir si on va bien. Surtout que du coup, si on est avec, une personne âgée dans la même chambre, et bah, ils vont souvent aller la voir pour voir si la personne va bien et cetera. Alors que si c'est 2 personnes plus jeunes, bah, ils vont juste regarder, ouvrir la porte et refermer. Mais du coup, ce qui fait que toutes les 2 heures, et bah, je peux pas dormir et je peux pas dormir parce que la dame à côté, elle est en train d'hurler tout le temps et surtout, elle est en train de les insulter dès qu'elle passe la porte. Je dis: «Mais c'est pas possible en fait les chambres doubles». Déjà moi je suis en mode, j'ai pas envie d'être sociable alors que je suis malade et j'ai pas envie
de me retrouver avec quelqu'un qui est insupportable, qui m'empêche de dormir. Je me dis: «C'est je vais péter un plomb, je vais péter un plomb». Du coup, la nuit se passe horriblement. Il y avait d'autres cas, moi j'entendais aussi d'autres personnes dans d'autres dames âgées, qui hurlaient la nuit et tout ça. Donc en fait, je me rendais compte qu'en fait, elles étaient peut-être pas censées être là, qu'elles étaient peut-être censées être dans des services spécialisés, mais qu'il y a peut-être plus de place. Et les infirmières sont enfin, elles font ce qu'elles peuvent, elles sont déjà à bout parce qu'en plus, elles doivent avoir à gérer ces personnes-là, donc c'est pas évident. Alors là, pour le coup, c'est vrai que j'étais clairement égoïste, mais le lendemain matin, j'ai demandé à avoir une chambre solo. Alors je sais qu'on n'est pas à l'hôtel et tout ça, mais je me suis dit: «On sait jamais si quelque part, même dans un autre service ou quoi, il y a une toute petite chambre solo». Oui, parce que j'en avais vu une qui était, ils avaient nettoyé tout, elle était libre. Je me suis dit: «Peut-être avec un peu de chance, ils vont me mettre, dedans». Et puis, bah, du coup, l'infirmière, elle me dit: «Bah non, parce que si nous, on vous met dedans, bah, il y a quelqu'un d'autre qui va se retrouver avec cette dame». Et là, je me suis sentie trop con. Je me suis dit: «Ah mais en fait, tu es clairement égoïste, genre tu as pas pensé à l'autre personne qui prend». Mais moi, je me suis dit: «Bêtement, ils mettront une autre personne qui hurle tout le temps avec, comme ça fera un concert et elles seront toutes les 2, En vrai, enfin, je rigole, mais en vrai, c'est quand même triste, ce genre de choses. Mais en fait, elle était tellement méchante que j'avais du mal à avoir de l'empathie parce que même quand elle avait l'air d'avoir, encore son esprit, normal, eh bah, elle était méchante. Donc bon, j'ai eu du mal à avoir un peu d'empathie pour elle, malheureusement. Donc ma voisine, de chambre, très compliquée, a été mise dans une autre chambre et j'en ai eu une autre, par la suite. Donc en fait, j'ai eu quelques heures où j'étais un petit peu toute seule, donc ça m'a fait un petit peu de bien. Et ensuite, j'en ai eu une qui était très sympa, qui était très calme et tout, qui était dans son coin, gentille, il y avait pas de problème. Mais moi, à chaque fois, j'avais peur, je me suis dit: «Bah, vu qu'elle est sympa, j'espère qu'elle va rester longtemps parce que vu qu'elle est calme et tout», moi, j'étais déjà en train de penser à celle d'après, quoi. À ce moment-là, donc on m'explique un petit peu ce qui va se passer, c'est que, on va devoir me poser un drain, celui qu'on aurait dû me poser, en fait, pendant l'opération. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il pensait avoir bien nettoyé, bah, justement le péritoine. Il pensait avoir tout bien nettoyé, sauf qu'en fait, bah, il est resté, 2 petites, boules, de bactéries. Je prenais pas le bon antibiotique par rapport à la bactérie que j'avais, ce qui fait que ça continuait de proliférer et ça continuait et donc bah, en fait, j'étais en train de faire une deuxième péritonite et donc on va devoir me mettre un drain, mais cette fois réveillé et oui, parce que finalement, ce sera anesthésie locale et pas générale. Donc là, je suis pas bien, je me dis: «Oh là là». Mais en fait, c'est un drain ils doivent, le faire par scanner. Donc c'est-à-dire que le scanner, c'est un espèce de gros cercle comme ça dans lequel, on nous passe pour pouvoir en fait, c'est avec, je crois un système d'aimant et tout ça, je veux pas dire de bêtises, encore une fois, je suis pas médecin. En fait, ça permet de voir mieux certaines choses, dans le corps et donc ça permettait de localiser les 2 boules, de bactéries, qui étaient dans mon ventre pour pouvoir poser, un drain dedans. Parce qu'en fait, je crois que les 2 boules communiquaient ou un truc comme ça, je sais plus trop et du coup, poser un drain à l'intérieur pour, pouvoir faire ressortir ce qu'il y avait et après finir avec des antibiotiques. Donc ce qui fait qu'en fait, tous les jours pendant plusieurs jours, en fait, je devais rester à jeun, pendant toute la journée puisqu'en fait, je pouvais passer au scanner n'importe quand. Donc en fait, sauf qu'il s'est passé plusieurs jours parce qu'en fait, la deuxième hospitalisation, je suis restée une bonne dizaine de jours, je crois entre 10 et 12 jours et donc en fait, toute la journée, je restais à jeun, donc je restais sans manger. En plus, j'avais du mal à dormir parce que les infirmières passaient toutes les 2 heures et cetera. Ma voisine, de chambre est partie et au final, j'en ai eu une autre après avec qui je me suis bien entendue. Mais du coup, ils m'ont posé ce fameux drain, parce qu'au final, disons que le temps commençait à passer et moi j'avais un petit peu peur parce qu'on a essayé un premier antibiotique, et j'ai eu des réactions cutanées. On savait pas trop si c'était à cause de ça ou quoi, donc on m'a changé d'antibiotique, sauf qu'il n'était toujours pas efficace pour la bactérie, mais permettait de maintenir le truc sans non plus la combattre et donc du coup, on m'a posé, un drain, par échographie et ça s'est pas super bien passé par la suite. Disons qu'en fait là, il se passait trop de jours et donc au bout d'un moment, on dit: «Mais il faut que vous accélérez le truc parce que je vais pas rester avec une bactérie tout le temps». Donc là, j'arrête pas de poser des questions, je me demande: «Qu'est-ce qui se passe?» parce que les jours passent, je reste à jeun toute la journée, donc toute la journée, je mange pas, je mange que le soir parce que le soir, après, ils opèrent pas sauf les cas d'urgence. Donc toute la journée, je reste sans manger, j'ai mal, parce que du coup, je continue de prendre des antidouleurs vu que j'ai toujours mes bactéries dans le ventre, donc j'ai toujours mal. Donc toute la journée, je mange pas, toute la journée, j'ai mal au ventre avec, des fois de la morphine et cetera, des fois, autre chose, et le problème, c'est que la morphine, je finis par ne plus pouvoir la supporter parce qu'à un moment donné, je m'endors et je me réveille et je ne respire plus. Je m'endors et littéralement, je me réveille parce que je suis en train d'étouffer. Donc du coup, j'appuie sur le bouton pour que l'infirmière vienne et l'infirmière vient et je dis: «Ah j'étais en train de m'étouffer, j'arrivais plus à respirer». Elle me dit: «Ah mais ça, c'est normal, ça c'est des effets secondaires de la morphine». J'étais: «Ah d'accord, donc on peut s'étouffer, enfin, c'est passager, mais
Elle a l'impression de crever, elle est quand même là, enfin, c'était pas à ce point-là, mais bon, je me réveille en ayant plus de souffle, quoi, donc du coup, premier truc que je fais, c'est j'appuie sur un bouton parce que je pense qu'il y a un problème et en fait, quand on appuie sur le bouton, quoi qu'il arrive, les infirmières, elles viennent directement et après si c'est un truc qui est pas forcément grave, par exemple, si on a besoin d'un antidouleur, elles reviennent plus tard quand elles ont géré leur truc et tout et c'était pas facile, les nuits parce que souvent j'avais besoin d'antidouleur de manière régulière. Dès que l'antidouleur se finissait, il fallait que j'en ai un autre. Et pour en revenir, c'est un peu confus, mais pour y revenir, donc on m'a posé un drain par échographie. Donc en fait, bah, on me fait une anesthésie dans le ventre et en fait, on me pose le drain avec une espèce de grosse aiguille. Et donc, j'ai une infirmière, enfin, c'est pas une infirmière, c'est une assistante qui est super sympa et tout, qui est très drôle et tout. Je m'entends bien avec elle. Et elle demande, au docteur si elle peut, s'ils peuvent utiliser un drain, qui n'est plus utilisé maintenant, parce qu'ils sont passés à une autre catégorie de drains et en fait, elle voulait finir le stock et elle dit: «Ah, ça vous dérange pas?» Et moi, je suis en mode: «Bah, non», enfin, je voyais pas le problème à ce moment-là. Je me suis dit: «Bon, bah, ils veulent finir le stock et maintenant il y a peut-être un nouveau truc» et en fait, je pense pas à la conséquence qui est terrible après, c'est que peut-être qu'en fait, si ce truc n'était plus utilisé, c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison pour laquelle il était plus utilisé. Donc on me met le drain dans le ventre, ça me fait quand même un petit peu mal et ça me stresse et tout ça, j'ai peur de me contracter, tout ça, mais ils me finissent par me mettre le drain et en fait, le drain, c'est un espèce de petit tuyau qui va à une bouteille, mais en fait, il y a une espèce de petite accroche, comme une petite flèche en fait à la fin pour que ça reste quand même accroché, trigger warning, à la chair pour pas que ça s'en aille. Donc faut quand même qu'on puisse, en fait, il y a une espèce de tube et après il y a un tuyau quoi. En gros, c'est un peu ça pour qu'il y ait une partie un peu plus solide et une partie un peu il y a une partie comme un tuyau d'arrosage quoi, mais tout petit. Donc ils me mettent le drain, c'était pas forcément le truc le plus agréable, mais c'est surtout la douleur après en fait. Toute cette partie-là, ça va être trigger warning donc voilà, je préfère le dire pendant quelques minutes, ça va être trigger warning, si vous êtes sensible par rapport à ça, c'est compliqué et en fait, c'est comme si j'avais un bâton dans le ventre, et dès que je me bouge, ça me fait mal, j'ai même ma mère et mon copain qui ont dû me tenir pour me repousser sur le lit et tout ça, parce que je ne pouvais pas me relever pour aller faire pipi, c'était atroce. En fait, tu l'impression d'avoir une blessure, d'avoir une flèche dans le ventre, c'était atroce, les douleurs. Je pouvais pas me coucher d'un côté, j'avais trop mal, j'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait, du coup, on traverse le muscle, donc du coup, ça traumatise un peu le muscle et j'ai mis longtemps à pouvoir, m'en remettre, donc c'était pas évident. Donc là, pareil, antidouleur, voilà, tel antidouleur et cetera. Au final, on a fini par en trouver un qui était à peu près faisable, mais au final, on s'aperçoit que le drain ne rend rien, il y a rien qui sort du drain parce qu'en fait, le drain a été mis dans le kyste. Voilà, donc en fait, le problème, c'est qu'à l'échographie, bah, moi, j'ai voulu bouger un petit peu pour que ça aille plus vite parce que, bah, je me dis: «Bah, j'ai déjà j'ai peur et puis 2 faut que je retourne travailler donc pourquoi on me prend pas au sérieux?» Je me posais des questions et du coup, c'était le truc, c'était est-ce que si jamais vous pouvez pas, enfin, on me transférait dans un autre hôpital ou je sais pas. Enfin, moi, j'avais peur, je comprenais pas et on m'expliquait pas non plus et du coup, donc en fait, on doit retirer le drain et là, ça se passe très, 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 très mal. Donc les infirmiers viennent et tout ça, et ils commencent à tirer sur le drain et en fait, normalement, à l'intérieur, il y a une espèce de fil qui permet de pouvoir, je sais plus, quand on le manipule, après, ça permet de tirer le drain sans qu'il résiste. Sauf qu'en fait, le fil casse puisque probablement que ce drain-là était obsolète et que c'est pour ça qu'ils ont fait une nouvelle vague de drains après. Donc en fait, moi, j'avais un des derniers qui devait être pas bien, en fait. Donc voilà pourquoi j'aurais jamais dû accepter. Ce qui fait qu'ils vont devoir faire appel à la chirurgienne, enfin la docteure, qui faisait partie du pôle et là, ils vont devoir me l'arracher, sachant que, bah, du coup, il y a toujours le truc qui tient la chair. Donc en fait, quand on tire et bah, il y a la chair qui vient avec, donc une douleur atroce, sans, anesthésie locale. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, je sais pas du tout pourquoi j'ai pas eu d'anesthésie locale et en fait, il y a des tas d'infirmiers qui viennent et un qui essaye de donc il tire le câble et je hurle de douleur, je hurle, je hurle. En plus, il y a ma voisine de chambre qui était super sympa, qui était totalement traumatisée par ce qui se passait, d'entendre mes hurlements et tout, parce que du coup, elle était à côté. Ça, pareil, c'était pas une bonne idée. Ils auraient dû la faire sortir et tout pour pas qu'elle entende ça. Et un infirmier qui était en train de rigoler quand on tirait pour l'enlever, parce qu'en fait, c'était une manière de dédramatiser le truc pour que j'essaye de. Je pense qu'à mon avis, il était en mode au secours, mais il faisait semblant de rigoler pour que je dédramatise le truc et que je me dise: «Ah, c'est pas si grave» et en vrai, ça a un peu marché, mais c'était atrocement douloureux. Quand ils ont réussi à retirer le truc, déjà, c'était par salve et tout, c'était horriblement douloureux. J'ai jamais eu une douleur aussi
énorme de toute ma vie. Je comprends pas pourquoi c'était fait sans anesthésie. Horrible, horrible, horrible et en fait, après, ça m'a sonné, je sais pas, comme dans les films ou les jeux, vous savez, quand tu as une espèce de Larsen, là, un espèce de bruit comme ça, de quand les gens ils jettent une grenade à côté et que la personne, elle est sonnée, il y a une espèce d'effet comme ça et ben, en vrai, c'était complètement ça. C'est j'étais sonnée par la douleur atroce que c'était. Donc se passent, quelques jours et en fait, on m'explique qu'en fait, pourquoi j'ai pas encore je suis pas passée encore au scanner pour pouvoir, en le faire, mettre le drain et cetera. C'est qu'en fait, tous les matins, il y avait un collège de docteurs, en fait, qui était en réunion et qui décidait des cas les plus importants et tout ça, qui passaient en priorité et cetera. Donc peut-être que même si moi, ça faisait déjà, je ne sais combien, une semaine que j'étais là, ben, il y en avait des plus graves qui arrivaient. En fait, j'étais en train de me dire: «Mais en fait, je vais jamais pouvoir, avoir me faire, poser le drain avec le scanner», parce que là, maintenant, fallait le poser au bon endroit. Je dis: «Mais c'est pas possible, ça va jamais arriver parce qu'il y aura toujours des cas plus graves que moi, donc je vais rester là longtemps» et en plus, du coup, je recontinue à ne plus manger à nouveau parce que, bah, on sait jamais quand est-ce que je peux passer. Ça peut être, d'une minute à l'autre. Là, le mental, il commence à plus avoir de mental. Là, quand je pose des questions aux infirmières et tout, que j'insiste, il y en avait une qui s'est un petit peu énervée, mais parce que, bah, elle en fait, elle est débordée de travail et tout et je comprends et après quand elle m'a vue pleurer, bon, bah, elle était toute gentille avec moi. Franchement, les infirmières étaient très gentilles et tout, mais elles étaient débordées, puis il y a le temps aussi, ils doivent se relayer à certaines heures et tout et ça prend pas mal de temps parce qu'ils doivent expliquer où ils en sont avec les patients, ce qu'ils ont fait comme examen et cetera. Il y a un relais qui se fait. Tous les matins, il y a un médecin, du service qui passe, un docteur du service qui passe nous voir, enfin un chirurgien qui passe nous voir pour savoir comment ça va et cetera, comment ça évolue et tout et donc ça a été ça pendant quelques jours et enfin, ils ont réussi à pouvoir me trouver un moment pour le scanner parce qu'effectivement, ils ont trouvé que c'était long et même au bout d'un moment, ils m'ont autorisée à avoir une chambre solo parce qu'ils se sont dit: «Bah, quand même, vous êtes là depuis un moment et vous avez l'air d'être là pour encore un moment». Je dis: «Bah, au moins si je peux avoir une chambre, c'est déjà un peu enfin une chambre pour moi, s'il y en a une de dispo, voilà, que ça embête personne et tout, que personne d'autre en a besoin». Là, le service était un peu moins rempli à bloc et du coup, ils m'ont trouvé une chambre et ça m'a fait du bien parce que j'étais enfin un peu reposée, j'ai pu reprendre un peu des forces. Mais du coup, j'ai quitté ma voisine qui était super gentille, avec qui je me suis trop bien entendue. C'était une petite, vieille dame, qui, était adorable et qui était une habituée du service. Donc toutes les infirmières, elles passaient la voir et tout, elles rigolaient avec elle, et elle aimait beaucoup dessiner et tout. Donc du coup, un week-end, j'ai eu la possibilité de parce qu'en fait, j'avais des tout le temps des intraveineuses d'antibiotiques. Donc je devais rev donc j'avais le droit le samedi et le dimanche de sortir. Par contre, je devais revenir à telle heure. Du coup, je lui ai ramené, des feuilles avec des crayons de couleur et tout, parce qu'elle adorait dessiner. Elle voulait faire des dessins, au service, donc elle a fait des dessins au service, elle m'en a fait une à moi et tout. Puis je lui dis: «Ah bah moi je suis la chambre à tel endroit et tout, passe me voir avant de partir et tout». Du coup, elle est passée me voir avant de partir, moi juste après, j'ai fondu en larmes parce que, bah, elle était super gentille et tout. Enfin vraiment, ça crée des liens parce qu'on vit dans des guerres. Elle m'a vue avec, quand j'ai enfin, elle était là quand j'ai hurlé de douleur, elle a vu tous ces moments-là. Elle connaissait du coup ma mère, elle connaissait mon copain. Vraiment, ça tu as l'impression d'avoir vécu la guerre avec quelqu'un. Enfin, c'est désolée, hein, c'est un peu imagé, mais c'est des émotions tellement fortes, en fait, parce que, bah, on a peur, parce que bon, il y a la douleur, parce que le mental, il craque, complètement, on craque, totalement, quoi. Donc du coup, on se rapproche énormément des gens, c'est quand même, même les infirmières. Au bout d'un moment, les infirmiers, ils me connaissaient, tout ça, donc ça devient un peu la famille, enfin, entre guillemets, hein, j'étais pas familière avec eux, mais ça devient une habitude, en fait. Ils m'ont super bien traitée et tout. La nourriture, franchement, c'est, moins enfin, franchement, ça il y a pire. Franchement, il y avait deux trois trucs que j'ai pas un truc en particulier que j'ai jamais pu manger. Vraiment, il y a pire que ça, franchement, il y avait vraiment largement pire que ça. Donc franchement, je me plaignais pas, mais enfin, je me plaignais pas de comment j'étais traitée et tout, mais c'était juste le truc de jamais passer sur le scanner pour le drain, en fait. Je me disais: «Mais» au bout d'un moment, je commençais à avoir des douleurs dans tout le corps. Je recommence à avoir de la fièvre et là, donc du coup, je m'inquiète. Je me dis: «C'est pas possible, au bout d'un moment, mon cas va empirer, en fait», parce que je recommence à avoir de la fièvre et tout ça et les prises de sang, bah, ils montrent que ça n'évolue pas parce que l'antibiotique, bah, c'est pas le bon pour cette bactérie-là encore. Donc au final, je passe, finalement, au scanner et on me retire avec une seringue, finalement, le reste, bah, de bactéries et en fait, bah, ça la seringue, en fait, a juste suffi. En plus, j'ai pas eu mal du tout. J'avais dit au médecin que j'avais peur de la douleur à cause de ce qui s'était passé. J'avais atrocement peur de la douleur et le médecin était incroyable. Ça s'est super bien passé et il m'a dit: «Bah, écoutez, non, j'aurais pas besoin de mettre de drain parce qu'il reste plus grand chose». En fait, l'antibiotique avait quand même fait son travail parce qu'en fait, il s'était passé tellement de temps
que ça avait quand même au final, rétréci, rétréci, rétréci. En fait, le but, c'était surtout de pouvoir prélever la bactérie et de pouvoir savoir quel antibiotique ils allaient me donner parce que le problème aussi, c'était que si on me donnait trop d'antibiotiques différents, la bactérie pouvait devenir antibiorésistante. Oui, c'est ça, antibiorésistante et donc là, bah, par contre, antibiorésistante, c'est-à-dire qu'aucun antibiotique ne marche et que la bactérie peut proliférer jusqu'au sepsis et adios, quoi. Donc j'avais peur aussi de ça et au final, donc du coup, ils ont pu savoir quelle bactérie c'était, ils ont pu, me trouver, l'antibiotique oral et j'ai pu sortir quelques jours après et quand je suis sortie, bah, j'avais trop hâte de sortir mais quand je suis sortie, au moment de sortir, bah, j'ai pas arrêté de pleurer parce que, en fait, j'avais été tellement bien traitée par les infirmiers et tu pas forcément trop l'habitude dans la vie de tous les jours qu'on s'inquiète autant à ce point-là de comment tu vas et du coup, j'étais en mode: «Ouais, je vais revenir chez moi, bah, la journée, je travaille à la maison, donc je suis toute seule. Il y aura personne qui va me demander comment je vais la journée. Bah, après le soir, il y a mon copain et tout ça, mais techniquement, même si c'était pas facile et que je mangeais pas la plupart du temps la journée et que, j'avais du mal à dormir, bah, il y avait quand même on finit par s'habituer tout ça, même si c'était pas évident. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs choses qui auraient pu être évitées si l'état de l'hôpital n'était pas, ce qu'il est, actuellement et ce qu'il était à ce moment-là. C'est que déjà on m'aurait mis un drain, directement parce que, bah, l'hôpital aurait pas été trop bondé, il y aurait eu assez de personnel et cetera. Il y aurait eu assez de lits pour qu'on me mette un drain pour être sûr que je ne revienne pas 2 jours après. Ça aurait complètement évité le fait que je revienne. Ensuite, oui, je me serais pas retrouvée, dans des urgences, bondées à rester pendant 13 heures, à devoir pendant 2 heures, dormir dans le couloir parce qu'on n'avait plus de chambre, pour moi. Il y aurait pas toutes ces personnes qui ont aussi des choses graves. J'ai vu des gens avec des AVC et cetera. Il y a des gens avec qui ont des trucs très, très graves qui doivent attendre pendant des heures et des heures et des heures parce que l'hôpital n'a pas de moyens, parce que les soignants ne sont pas traités, suffisamment correctement, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'on met pas les moyens et cetera. On voit qu'ils sont à bout, qu'ils font ce qu'ils peuvent et franchement, dans mon cas, même si elles étaient à bout, fatiguées et tout, qu'elles en pouvaient plus, bah, je dis elles parce que la plupart étaient des femmes, mais ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, en fait et c'est pas évident donc en fait, c'est pour ça que je vais pas reprocher quoi que ce soit et juste en fait, je reproche par contre juste au docteur de pas m'avoir expliqué comment ça fonctionnait, notamment par rapport au scanner, que justement c'était, bah, de nombreux médecins qui se réunissaient chaque matin pour décider des priorités des cas et tout ça, parce que j'aurais mieux compris, j'aurais plus facilement attendu qu'on me mette le drain si j'avais su comment ça fonctionnait, en fait et c'est pour ça que je comprends pas trop ce silence là-dessus, parce que si on explique mieux aux gens comment ça se passe et par quelles difficultés ils passent, bah, là, on est plus compréhensif, en fait et le fait de rester comme ça dans l'ignorance et bah, ça pose tout un tas de problèmes et oui, du coup, oui, le scanner, pour le drain, ça aurait pas mis autant de temps parce que même le scanner, l'attente par rapport au scanner parce qu'en fait, il y a le scanner déjà, il y en a pas beaucoup, ça coûte des millions et des millions d'euros. Après, il faut le personnel qui soit capable de pouvoir, justement lire les images et pouvoir faire pour pouvoir faire son rapport au médecin, pas suffisamment. Donc en fait, il y a pas assez de moyens et ce qui fait qu'en fait, j'aurais pu faire partie de ces gens qu'on renvoie chez elles et qui meurent chez elles, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, bah oui, je suis venue une première fois, on m'a renvoyée. Je suis venue une deuxième fois, on m'a pas mis le drain. Du coup, je suis revenue une troisième fois, je suis venue quand même 3 fois et en plus, faut dire que quand on n'est pas hospitalisé, on paye le prix des urgences. Donc la première fois où j'avais déjà mon appendicite et qu'on m'a renvoyée à la maison, j'ai dû le payer de ma poche parce que du coup, c'est pas pris en charge, par la sécu, c'est de sa poche. Donc un peu double peine de bah, ouais, on m'a renvoyée, mais en même temps, ils pouvaient pas aller me faire un scanner alors que j'avais des symptômes, qui leur semblaient pas assez graves. Mais d'un autre côté, il faut aussi écouter les patients, mais en même temps, ils ont pas le temps non plus. Donc en fait, c'est compliqué et en fait, c'est comme ça qu'on passe à côté de diagnostics, c'est comme ça qu'on passe à côté des gens, c'est comme ça que les gens se retrouvent dans des urgences, bondées à souffrir sur des chaises. C'est pas du tout bien fait parce que justement, on attend sur des chaises, dures et les brancards, on se retrouve plein dans le couloir, les uns derrière les autres. Des fois, ils ont plus de place, ils mettent les gens un peu où ils peuvent et tout. J'ai entendu des trucs, je sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, moi, j'avais même entendu une histoire d'un hôpital qui a été obligé de mettre des gens dans un espèce de garage et tout ça, tellement il y a plus de place. En fait, ça n'est pas normal. On ne peut pas continuer de laisser, les soignants souffrir. On peut pas continuer de laisser les patients souffrir aussi à l'hôpital, parce qu'on a trop de cas comme ça, où les gens
attendre des heures et des heures et des heures et pendant ce temps-là, les infirmiers sont obligés d'aller voir d'autres personnes, de s'occuper d'autres personnes. J'ai ressenti le fait aussi de comme j'étais jeune et qu'il y avait beaucoup de je suis dans une ville quand même où il y a beaucoup de personnes âgées, du coup, j'étais un peu moins prioritaire parce que, les personnes âgées sont plus fragiles et cetera et comme il y a pas assez de personnel, du coup, ça va être la priorité. C'est pour ça qu'il faut toujours, bien voter, il faut toujours se renseigner sur les choses. Moi, j'ai vécu le truc du coup de l'intérieur, donc maintenant, oui, je suis complètement, sensible au sujet. Je vais dire que je l'étais déjà quand même avant, mais là, c'est vraiment une autre dimension de voir ça et ouais, ça m'a fait peur parce qu'en fait, je me suis dit: «Ouais, il suffit d'un mauvais diagnostic, il suffit de quelqu'un qui ne se sent pas bien ou quoi, d'un médecin qui se sent pas bien ou quoi et on passe à côté de quelque chose et ça se trouve, tu avais peut-être quelque chose de grave» et du coup, ça m'a fait très peur. Je vais pas rentrer dans ce terrain-là, mais bref, ça m'a fait peur pour, quand je serai âgée parce que je me dis: «Waouh!» en fait, c'est entre, moi, j'imaginais certaines maladies et cetera quand on est âgé, mais en fait, il y a tout un tas d'autres trucs qui arrivent et dont on n'entend pas parler, quand on est âgé et ça m'a de voir et entendre, non, franchement, c'était pas évident, c'était vraiment, vraiment pas évident. Maintenant, je vais pas me plaindre. Encore une fois, comme j'ai dit, j'ai été très bien traitée. Voilà, c'est juste que j'aurais jamais dû rester autant de jours. Même après, j'ai été très bien traitée parce que j'ai eu des rendez-vous réguliers pour des scanners. J'ai fait au moins 5 scanners après, un truc comme ça. J'ai eu une consultation avec la chirurgienne que j'avais vue, quand j'étais hospitalisée et cetera, donc j'ai été très bien suivie. La convalescence a pas été forcément facile. J'ai mis au moins un mois, plus d'un mois, un mois et demi même je crois, à me remettre parce que je pouvais pas m'asseoir au début, j'étais tout le temps allongée. Le problème aussi, c'est que j'avais pas de médecin pour prolonger mon arrêt, donc j'avais un arrêt que pour 2 semaines après l'hospitalisation, donc j'ai pas eu de médecin pour me prolonger, l'arrêt, ce qui fait que j'ai perdu de l'argent, surtout que déjà j'ai pas été indemnisée de grand chose pour, quand j'étais hospitalisée et ces 2 semaines. Mais après j'ai complètement, perdu de l'argent quoi, donc vraiment je me suis retrouvée toute seule sans un médecin traitant. Donc heureusement que bon, j'avais pu avoir un rendez-vous à un moment donné avec la chirurgienne pour pouvoir, avoir des antidouleurs, mais ça c'était sur la fin. Mais en attendant, je gérais un peu comme je pouvais, quand on sort de là, on se dit: «Waouh, ouais, franchement, je prie pour ne jamais avoir de gros soucis de santé comme ça parce que du coup, je sais par quoi je suis passée et surtout je me dis: «Ça ne va pas aller en s'arrangeant». Donc la prochaine fois, ce sera comment? Comment je vais être, comment on va me prendre en charge et tout ça? Vraiment, il y a un manque d'information par rapport aux patients qui est quand même hyper infantilisé. Je ne sais pas pourquoi, parce que la plupart des gens ont toute leur tête, donc je ne comprends pas pourquoi, même les personnes âgées sont pas tous, séniles ou quoi, donc je comprends pas trop. Donc ça, ce manque de moyens à l'hôpital, plus ce manque de communication, ça fait un espèce de cocktail un peu explosif. Donc voilà, je voulais un peu vous sensibiliser là-dessus, de déjà écouter votre corps, c'est hyper important. S'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut consulter vraiment, et si vous doutez d'un avis, en plus il y a des applications pour pouvoir voir un médecin en visio ou quoi, donc ayez toujours un deuxième avis et si vraiment ça va pas du tout, allez à l'hôpital, quoi. Enfin, au bout d'un moment, oui, vous allez attendre longtemps et tout, mais j'ai envie de dire, sinon, il risque d'arriver quelque chose de grave, donc j'espère avoir tout dit. De toute façon, la vidéo, elle doit être tellement longue. Tellement, tellement, tellement longue. Je sais pas si ça vous intéressera, si vous regarderez jusqu'au bout, parce qu'en vrai, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui est allé à l'hôpital et il y a tellement de trucs plus graves. Il y a des gens qui reviennent pas de l'hôpital, il y a des gens qui ont des maladies très graves, il y a des gens qui vivent tellement, 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 tellement pire. Donc moi, je suis contente que ça se soit finalement bien passé, même si ça a été compliqué, ça aurait pas dû se passer comme ça. Effectivement, de ce que j'ai compris quand j'ai parlé avec le secrétariat ou même avec certains infirmiers et tout, c'est pas un truc qui se passe souvent. Donc déjà ça me rassure, c'est que mon cas était quand même assez exceptionnel. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Enfin, en tout cas, merci au personnel, soignant qui a été, pour la plupart en tout cas incroyable. Mais voilà, faut bien voter pour essayer de voter pour ceux qui ne sont pas en train de casser l'hôpital parce que peut-être demain ce sera vous à l'hôpital, peut-être demain ce seront vos proches et là vous en aurez vraiment quelque chose à faire de l'état de l'hôpital et des soignants et c'est pas, quand ce sera trop tard qu'il faudra sans en avoir quelque chose à faire. Moi, je parle de moi, ce que j'ai vécu au Mans, mais quand on entend tout ce qui se passe sur tout un tas d'hôpitaux, même déjà au Mans, les soignants font quand même pas mal de manifestations et tout ça, c'est que la situation est grave, donc on peut pas faire comme si on ne savait pas. Faut faire ses choix, en conséquence mais sachez que voilà, si vous avez un souci, il vaut mieux que l'hôpital le tourne mieux. Voilà, en tout cas, merci si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Désolée qu'elle soit aussi longue, je sais pas qui s'intéressera à cette vidéo, mais voilà, c'était une façon de faire de l'appréhension et en même temps de raconter un petit peu ce qui s'était passé parce que, vous avez peut-être vu un tweet par-ci, un tweet par-là sans complètement comprendre, mais ça a été tout un cheminement. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Les prochains sujets, on va voir un petit peu de tout, mais je vais essayer de faire un sujet un peu plus sympa pour la prochaine fois, un peu plus light et voilà, en tout cas, merci encore et on se retrouve, bientôt pour d'autres vidéos. Salut!